Bonjour à tous, bienvenue dans le studio des experts. Pendant 1 heure, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine. Une actualité qui est plutôt morose parce qu'on sent un mécontentement dans de nombreux secteurs, du côté des policiers bien sûr, mais aussi des personnes qui travaillent dans les CPS, dans les centres d'aide pour personnes précarisées, puis même du côté des entrepreneurs. Tous ont le blues. Alors pour en parler, 2 experts à mes côtés. Michel Goethe, bonjour. Bonjour. Et Sana Afouez, vous êtes la fondatrice de Womenpreneur Initiative. Bonjour. Bonjour. Avec nos 2 experts et puis plus tard 2 invités politiques, on va analyser tout ça. On commence directement par l'actualité de la semaine qui est la suite ou les suites de l'assassinat de ce policier. Ses funérailles ont eu lieu vendredi. Beaucoup de personnes lui ont rendu hommage, mais plutôt dans la semaine. C'était l'heure des questions. Comment est-ce que cela a pu arriver? Les policiers étaient venus le 15 novembre lors du Tédéum pour accueillir les politiques à cette occasion-là. Reportage. Face à la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule, des policiers en colère, cible de leur grogne, la Vivaldi et l'accord budgétaire fédéral qui prévoit notamment l'étalement dans le temps de la hausse salariale et remet en cause les fins de carrière. On y était l'année passée pour les mêmes raisons, pour tout ce qui est fin de carrière et l'augmentation salariale. Et on est là de nouveau aujourd'hui parce que l'accord qui a été conclu avec la ministre de l'Intérieur n'est pas respecté du tout. L'action était en effet prévue de longue date, mais les événements dramatiques de jeudi dernier viennent s'ajouter au chapelet de revendications. La mort de Thomas Montjoie, c'est la goutte de trop. Les conditions de travail et le respect dont on doit faire l'objet, c'est un respect de manière générale qu'il faut l'entendre. Et donc, on ne peut pas continuer à travailler dans des conditions telles qu'elles sont, sans respect de la part de toutes les entités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient judiciaires ou qu'elles soient de nos propres autorités. En signe d'hommage à leurs collègues abattus jeudi dernier, ce brassard noir porté par les manifestants. Les 3 organisations syndicales, SLFP Police, SNPS et CSC Police, attendent un signal clair du politique. Concrètement, on voudrait beaucoup plus de respect pour notre fonction de policier. On voudrait des mesures beaucoup plus strictes concernant les violences qui ont été faites à notre égard. On voit ce qui s'est passé la semaine passée, malheureusement. Et malheureusement, les violences envers les policiers sont grandissantes de jour en jour depuis ces dernières années. Si certains espéraient rencontrer directement des représentants du gouvernement, ils ont été déçus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont fait entendre. Voilà, une rencontre entre syndicats et monde politique. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice a eu lieu jeudi, une réunion assez longue de 2 heures. Il était convenu qu'un plan d'action serait mis sur pied et le gouvernement reviendra vers les syndicats d'ici le 28 novembre. Il n'empêche que la question de cette violence grandissante, elle se pose depuis longtemps. Michel Goethe, vous avez une réaction par rapport à ça? Oui, enfin, en l'occurrence, je comprends bien que quand un événement de ce genre arrive, la police en profite pour parler de l'ensemble de ses revendications ou de ses problèmes, et donc effectivement les violences de manière générale. Mais ici, on a quand même un phénomène un peu spécifique qui s'est produit en France, qui s'est produit en Angleterre, qui s'est produit en Allemagne, de gens qui ont des problèmes psychologiques probablement, et qui trouvent dans l'intégrisme politique islamiste une ressource, soit pour les inspirer, soit pour les confirmer dans leur pulsion, en l'occurrence meurtrière. Et donc on a un problème quand même qui est au-delà, je dirais, de l'irrespect ou d'une difficulté de vie entre la police et la population. On est quand même dans la dimension de l'attentat, d'un certain type d'attentat terroriste qui est mené par des individus isolés qui, normalement, dans la vie, auraient probablement trouvé dans les règles sociales une limite à leur violence et qui, là, ne la trouvent pas, cherchent au contraire une idéologie qui va les pousser, qui va les inciter à penser que c'est la volonté divine qui guide leur action. Et donc on a quelque chose qui est entre le psychologique et l'idéologique et qui, il me semble, devoir être traité quand même, si c'était un cas tout à fait isolé. Bon, mais on voit bien que ça se reproduit assez régulièrement dans l'ensemble de nos pays. Ça pose la question du suivi de ce type de personnalité. Ça pose la question du suivi et ça pose la question de la manière de lutter contre les idéologies extrémistes. Sana Afouez. Effectivement, moi je pense que cette occasion, ça nous pousse vraiment à poser des questions sur les conditions et les mécanismes
qu'on a sur place, ici à Bruxelles, pour suivre des menaces terroristes. Je pense que le cas de cet acteur de ce crime-là, c'est quelqu'un qui a été déjà identifié parmi les gens les plus radicalisés ici à Bruxelles. Elle a fait la prison plusieurs fois. Donc moi, je me demande, est-ce qu'il y avait vraiment le suivi nécessaire pour faire face à ce genre de situation ? Est-ce qu'on était vraiment préparé ? Et je pose aussi la question, on parle aussi d'aujourd'hui de Bruxelles qui devient de plus en plus dangereuse. On se balade dans la rue le soir, parfois, ce n'est pas toujours évident. Donc je pense qu'aussi, avec le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, avec la crise économique, les pressions de tous les côtés, ça peut créer une frustration dans les quartiers, surtout les gens qui n'arrivent pas à trouver un travail. C'est plus facile pour une personne qui n'a pas d'emploi d'être radicalisée qu'une personne qui a déjà une situation économique intéressante, qui ne va pas penser peut-être à des cas extrêmes comme celui-là. Donc je pense que c'est tout un travail à mettre en place. Premièrement, au niveau des institutions policières, d'être équipées à suivre ce genre de cas, d'être équipées aussi à faire face à des situations qui sont très extrêmes comme ce qu'on a vécu. Deuxièmement, un travail sur les quartiers. On est en train de vivre une crise qui peut-être va durer. Donc, assurer que les jeunes ne soient pas radicalisés et de trouver une façon de vraiment tourner leur énergie vers quelque chose de positif. Voilà, alors comment arriver à ça ? Eh bien, on va en parler avec nos deux invités politiques. Tous les deux sont députés bruxellois, l'une dans l'opposition au sein du groupe MR, l'autre dans la majorité sur les bancs d'écolo. Bienvenue à vous. Tous les deux, vous habitez des communes très proches de ce qui s'est passé. Latifa Idbala, vous êtes de Schaerbeek, si je ne m'abuse. Ahmed Moussine de Saint-Josse. Alors, réaction par rapport ici à ce qu'on a dit, à ce qui s'est passé sur cet assassinat de policier. Écoutez, on ne peut être évidemment que meurtri, comme tout à chacun, quand on a appris cette triste nouvelle, cette tragédie. Tragédie une fois de plus parce que fondamentalement on vit dans une région où malheureusement l'insécurité, les questions de sécurité se posent avec acuité. Et ici en l'occurrence quand il s'agit d'un membre des forces de l'ordre ou d'un membre des forces de secours comme on l'a malheureusement trop vu, on se pose évidemment toute une série de questions. Alors dans ce cas de figure, je crois que les questions que l'on doit évidemment se poser sont à la fois d'ordre structurel, mais aussi, je crois, d'ordre politique, d'ordre structurel, parce que fondamentalement, la personne, on le savait, elle était suivie par le CAM, on l'a dit, radicalisée. Certaines informations aujourd'hui viennent aussi corroborer cette information-ci. Elle a fait également de la prison. Elle s'est présentée au poste de police le moment des faits et malheureusement, les dispositions qui ont été prises ne semblent pas être celles qui auraient dû être adaptées à ce moment-là, puisqu'il a mis à exécution son intention le soir même. Alors oui, on parle aussi d'une dimension liée probablement à un problème de santé mentale. Je vous ai entendu en parler tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, compte tenu des éléments d'information dont nous disposons, après avoir entendu ce lundi-ci la commission de l'Intérieur et de la Justice à la Chambre, ainsi que les ministres compétents, il est évidemment extrêmement difficile, à ce stade en tout cas, de tirer des conclusions. Il y a évidemment toute une série d'hypothèses que l'on peut émettre, mais je crois qu'aujourd'hui, on doit aussi attendre les conclusions de l'enquête de la police judiciaire. Ahmed Moussine, c'est quoi la question principale pour vous qui ressort de tout cela ? Mais pour moi, en fait, il y a deux aspects. Il y a d'abord la réalité du quartier. Et beaucoup de personnes ont parlé de ce quartier autour de la gare du Nord, avec des tas de problématiques. Ça fait longtemps qu'on tire la sonnette d'alarme. Tout à fait. Et il est bon de le rappeler. Moi, je trouve que c'est intéressant de rappeler qu'il y a 2 ans, le ministre-président, parce que Delaine avait décidé de déplacer les arrêts de la gare du Nord, avait signalé que la police fédérale avait la responsabilité de garantir la sécurité dans cette zone. Mais c'est la réalité des grandes villes. Et je pense qu'on ne doit pas... parce que ma
collègue parlait de la ville, la violence dans les villes. C'est des réalités des villes. Les villes sont comme ça. Autour des gares, il y a des réalités. Et une des choses qui est importante de savoir, c'est qu'il faut des moyens policiers. Ça, on le dit très clairement. On a une grande exigence à l'égard du comportement des policiers. On a également une grande exigence sur le fait qu'il faut leur donner des moyens. Par contre, les moyens, ils doivent venir du fédéral. Les moyens, ils doivent venir du fédéral. Parce que si vous décidez de mettre un véhicule avec 2 policiers 24 heures sur 24 dans le quartier, ça signifie qu'il vous faut 20 policiers. 20 policiers pour 2 policiers en permanence. Or, et peut-être que les auditeurs ne le savent pas, il y a une norme qui détermine combien de policiers à chaque commune. C'est la norme KUL, c'est l'université qui l'a déterminée sur base de 14 critères. Et la région bruxelloise, eh bien, est défavorisée par rapport à cette norme KUL. Et donc, depuis longtemps, on demande au fédéral, et c'est dans l'accord de majorité, qu'il y ait plus de policiers à Bruxelles. Le deuxième élément, c'est la santé mentale, évidemment. Et je pense qu'on ne va pas essayer aujourd'hui de trouver des boucs émissaires. J'ai entendu que M. Boucher, lui, pointait les magistrats. On va pointer d'autres personnes. Non, nous, on pense véritablement aujourd'hui que l'accompagnement des personnes qui sont en prison est insuffisant aujourd'hui. Moi, j'ai pu visiter des prisons. Je vous assure que pour que des acteurs sociaux aillent jusqu'aux personnes concernées, mais c'est extrêmement difficile. Ils passent plus de temps dans les couloirs qu'avec les personnes. Et donc, on doit réfléchir cet accompagnement avant la sortie de prison. Dans le cas présent, comme la personne était... il était sorti. Il était sorti et il était accompagné, puisqu'il y a un service qui dépend d'ailleurs de la ministre Glatini, MR, qui l'a accompagné, et on a considéré qu'il n'était plus terroriste, je vais dire ça comme ça, mais plutôt une personne qui devait être suivie pour ses problèmes de santé mentale. Donc je dis simplement aujourd'hui, on doit essayer d'analyser ce qui s'est passé, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer et améliorer au niveau de la santé mentale. On sait tous aujourd'hui que c'est un grand enjeu et donc il faut mettre des moyens d'accompagnement à ce niveau-là. La prévention sera toujours plus efficace que rajouter des policiers. Comme je vous le disais, 2 policiers, c'est 20 policiers qu'on doit engager. Sana Afouez. Si je peux titiller un peu nos députés, vous avez parlé de système politique et je vous rejoins là-dessus. Je pense qu'on a tellement banalisé ces quartiers-là qu'on voit plus les politiciens qui vont se rassembler à ce genre de quartier pour chercher des votes, plutôt que vraiment travailler sur une structure qui est très déterminée, qui est bien identifiée, bien ciblée. De plus en plus, ce que je remarque dans ce genre de quartier, c'est que la loi de la rue règne et que ça devient de plus en plus très compliqué à maîtriser ce genre de quartier. Donc effectivement, il faut que les politiciens revoient sérieusement ce genre de problème, parce que ça va se répéter si on garde cette distance avec ces quartiers et de penser que le problème, c'est que d'une partie. C'est vraiment de 2 parties, je pense, qu'on doit poser les questions où on veut y aller, parce que Bruxelles, de plus en plus, est devenue une ville dangereuse. Pas seulement je ne parle pas seulement des violences policières, je parle des violences en général. Moi, en tant que femme, je peux vous dire que j'ai peur de sortir parfois dans certains quartiers le soir. Donc vous avez l'impression que le sentiment de risque est plus grand qu'avant. Oui. Michel Goethe. Dans le cas qui nous occupe, ce n'est pas un problème de délinquance. On n'a pas affaire à la loi de la rue. La loi de la rue n'implique pas de tuer des policiers en criant à l'Akbar. On a affaire à quelqu'un qui a probablement effectivement des problèmes psychiques, c'est fort possible, et qui raccroche, qui a trouvé dans une idéologie politique à caractère religieux le terreau pour agir de manière criminelle. Mais c'est pas un délinquant. Enfin, il est peut-être par ailleurs délinquant, mais c'est pas l'élément essentiel qui nous occupe ici. Les autres attentats de ce type qui ont eu lieu en France, en Angleterre, etc., ne sont pas liés spécialement à la délinquance. Tout à coup, quelqu'un qui s'est rapproché d'une certaine idéologie commet un acte isolé. Alors, souvent, la violence politique, c'est une violence organisée. C'est des gens qui sont ensemble et qui décident de commettre certains actes violents en s'imposant à eux-mêmes des limites. On est dans une certaine forme de rationalité. Ici, effectivement, il y a quelque chose d'irrationnel. Pourquoi cette personne-là plutôt qu'une autre? Pourquoi ce prêtre? Pourquoi ce policier? Les violences mais c'est un acte
à la fois individuel, mais en même temps, c'est un acte politique. Il est relié à une idéologie particulière. Et là, ce n'est pas une question de quartier, c'est une question Mais les violences politique. policières, c'est vrai, on a un cas très spécifique aujourd'hui, mais les violences policières, ce n'est pas le premier ou le dernier exemple. Et ce n'est pas toujours dirigé par des motifs religieux, extrémistes ou quoi que ce soit. Ici, se superposent Il y a dans des quartiers, ils ne veulent pas voir des policiers, tout simplement. Non, mais Et donc, sur la question du ralliement. Alors là, je veux juste m'inscrire en faux. Dans ce quartier, il y a un poste de police. Je veux dire, donc dire il n'y a pas de policiers, c'est pas ça. On doit essayer de reconstruire le lien citoyen-policier. Mais le quartier, d'abord, c'est en partie mon quartier, j'ai vécu là, donc on ne va pas en tant que politique dans ce quartier pour récolter des voix. C'est nos quartiers, c'est par là que je passe, c'est là où je vis. Donc, je vous ai non, pas ciblé non, je sais bien, personnellement. mais J'ai parlé en général, non, mais c'est qui est le cas. C'est-à-dire qu'en général, dans ces quartiers, vous avez des conseillers communaux qui y sont, vous avez des députés qui y vivent. On n'est pas dans la banlieue française. Et donc, on est ancré dans nos quartiers. En fait, c'est nos quartiers. C'est pas les quartiers, c'est pas des quartiers, c'est nos quartiers. Et je dis très clairement, effectivement, il y a toute une série de problèmes qui s'accentuent. Moi, je suis allé, il y a quelque temps, à la mémoire de la travailleuse du sexe qui avait été tuée dans le même quartier. Donc oui, il y a de la violence et des gens sont condamnés. C'est des quartiers où il y a des difficultés. Il y a le développement du crack, la drogue. C'est vraiment, je vous assure, quand vous passez là. Mais moi, je pense toujours aux habitants. Et là, il y a des tas d'habitants qui souhaitent un développement positif de ce quartier. Et donc, on ne doit pas le noircir, on s'investit, on constate que les investissements ne sont pas suffisants, mais on va continuer à travailler. Et sur la question idéologique, qu'est-ce que vous répondez? La question idéologique? Oui. Parce que, encore une fois, ce n'est pas justement un problème social auquel nous sommes confrontés. Non, mais quelqu'un adhère à une idéologie politique. Eh bien là, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur les politiques de déradicalisation. Il a fait un parcours de déradicalisation. On arrive à un moment en disant c'est plus un problème de déradicalisation, c'est un problème de santé mentale. Eh bien, il faut analyser. À ce moment-là, on a l'impression qu'on était au croisement de deux choses, qu'il allait passer à autre chose et donc que peut-être, à ce moment-là, il n'était pas suffisamment suivi. Mais encore une fois, je pense que les évaluations, les analyses qu'on fera de manière froide nous permettront de mieux analyser ce qu'on peut mettre en œuvre. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les institutions policières, ils sont outillées à suivre ce genre de cas? Alors, je vais vous dire, j'ai parlé de la norme KUL, qui était une chose. Mais aujourd'hui, et c'est ça qui est d'assez surprenant, la région bruxelloise, vous voyez le Sky, ce grand, des données informatiques sur les réseaux de drogue dont dispose le fédéral. Eh bien, le fédéral, n'ayant pas assez de policiers, ont demandé aux zones de police bruxelloises de leur fournir des policiers. Et donc, je trouve qu'effectivement, la région bruxelloise est au fur et à mesure déshabillée de ses moyens policiers et que la vraie question aujourd'hui, c'est révision de la norme KUL et donner plus de moyens aux policiers. Bien évidemment, là-dessus, la ligne est claire. Latifa Iqbal, on a l'impression que le fédéral désinvestit. Non, mais je voudrais juste revenir un petit instant sur, parce qu'on a cité tout à l'heure le CAPREV, et je crois qu'effectivement, après les attentats que nous avons eus... Le CAPREV, c'est l'institution qui a suivi. Tout à fait, donc il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été prises. Aujourd'hui se pose la question de savoir si ces dispositions et ces structures répondent effectivement à ce défi de la radicalisation. Et je crois que c'est là, fondamentalement, où le bas blesse. Puisque lorsque vous regardez le rapport qui a été demandé par la ministre Glatini du CAPREV, ce rapport, effectivement, ne montre en l'état, je dirais, aucun problème en lien avec la procédure qui a été envisagée. Le souci aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a eu un dysfonctionnement quelque part à un niveau quelconque, au niveau de l'ensemble de la chaîne. Et c'est là, je crois, où on ne peut pas, à ce moment, en tout cas présent, dire qu'il y a un problème au niveau du CAPREV ou à un autre niveau de pouvoir. Donc, les différents niveaux de pouvoir travaillent à la lutte contre le radicalisme ou la déradicalisation, comme vous le souhaitez, et il y a des responsabilités à tous les niveaux, au niveau local, au niveau régional, au niveau fédéral. Au niveau de la région, puisque nous sommes en région de Bruxelles-Capitale, on sait que la 6e réforme de l'État a permis, en tout cas a permis à ce que le ministre-président ait aussi dans ses compétences une coordination des différentes zones de police. Et donc,
en la matière, il a aussi une responsabilité pour sécuriser aussi l'ensemble du territoire de la région de Bruxelles-Capitale, en coordination, évidemment, avec les zones de police locales. Donc, vous voyez, c'est un peu plus compliqué que de dire c'est la faute du fédéral, c'est la faute de la région ou au niveau communal. On sait que les communes sont aussi dépassées, que des dispositions ont été aussi prises au sein de la commune de Schaerbeek où je vis aussi, et je vais aussi régulièrement dans ce quartier. On a eu à maintes reprises l'occasion d'interpeller les autorités à tous les niveaux et à mon niveau, au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Vous savez, il y a effectivement un poste de police, mais il y a aussi un autre poste de police tout près qui a été incendié. Il faut aussi se rappeler ces éléments. Donc la police, oui, la police fait son travail. Et à tout instant, je dirais, dès que la police est mise en cause, nous devons être comme un seul homme derrière la police. Parce qu'aujourd'hui, si l'autorité de police est mise à mal, c'est l'ensemble de la nation qui est mise à mal, l'ensemble de notre dispositif démocratique. Et je crois que ça, c'est important vraiment d'accompagner ce pilier qui est de l'ordre des services de police. Ahmed Moussine, une brève réaction? Mais je pense que accuser la région d'être responsable et le ministre-président est tout à fait faux. Le ministre-président n'a pas de compétences opérationnelles. Ce sont les zones de police et le fédéral. Pour le reste, effectivement, il y a de la coordination et des moyens qui sont mis. Et en l'occurrence, en termes de prévention et de sécurité, la région bruxelloise met 150 millions d'euros sur la table et je n'ai entendu aucun responsable de zone de police ou bourgmestre s'en plaindre. Et donc dire aujourd'hui que tous les niveaux de pouvoir sont impliqués, non. Il y a une grande responsabilité du fédéral, qu'on se mette d'abord d'accord là-dessus et on pourra avancer. Je pense que les bourgmestres avaient tiré la sonnette d'alarme sur ce quartier-là et malheureusement, rien n'a été fait. J'espère que les choses avanceront suite à ce tragique événement. Alors, puisque vous connaissez bien le quartier tous les deux, je voulais voir, cet événement a été la goutte qui a fait déborder le vase et la commune a notamment pris une mesure pour baisser la tension, qui est de fermer les commerces entre 1h et 6h du matin, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne mesure? Écoutez, moi je pense que les bourgmestres sont les plus à même de juger des mesures à prendre immédiatement. D'ailleurs, la preuve, c'est que ce n'est pas le ministre-président qui l'a pris, c'est bien les bourgmestres. Tout à fait. Et donc, il faut leur faire confiance. C'est sans doute l'un des outils qu'ils avaient dans l'urgence. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Latifa Likala. Oui, écoutez, effectivement, donc moi je fais aussi confiance à la bourgmestre dans la disposition qu'elle a prise. Cela étant, c'est vrai que tout le quartier, on le sait, est impacté par la prostitution qui génère aussi malheureusement de manière des dommages collatéraux. Et ce qui est triste en l'état, c'est qu'effectivement certains commerces qui n'ont absolument rien demandé vont devoir aussi, ou en tout cas en l'état actuel des choses, ont dû aussi fermer. Et ça, c'est un petit peu triste. Mais compte tenu des circonstances, je pense que c'était effectivement une mesure adaptée. Excusez-moi, je suis obligé quand même d'intervenir. Les travailleuses du sexe qui sont installées là depuis longtemps ne génèrent pas la délinquance. Je n'ai pas dit que ce sont les travailleuses du sexe qui génèrent la délinquance. J'ai dit que le fait qu'il y ait de la prostitution, eh bien, s'accompagne aussi de... Mais ce n'est pas la prostitution qui provoque la délinquance. Eh bien, je vous invite. Rapidement, parce que... Oui, très rapidement, sans parler de ce cas particulier, je ne connais pas les raisons exactes d'un bourgmestre pour avoir pris cette décision. Mais de manière générale, je trouve que la présence de commerces ouverts, ça contribue à la sécurité et pas à l'insécurité. C'est des rues vides qui sont insecures. Des commerces, des magasins de nuit. C'est ce qui fait que la ville est habitée, qu'il y a des gens et que donc on se sent beaucoup plus en sécurité. Et on est en train de punir les commerces au lieu de vraiment favoriser l'activité économique, malheureusement. Mais je pense que la disposition a été prise aussi parce que il y a aussi un manque d'effectifs et je pense que c'était aussi une manière de mettre un peu, baisser un petit peu la pression par rapport à... C'est une mesure temporaire. C'est une mesure temporaire de 1 mois. Si je peux juste ajouter un commentaire. Je pense qu'on a évoqué pas mal des points qui sont très intéressants, mais malgré ça, je pense que pour faire face à ce genre de situation, il faut qu'il y ait un travail politique important à comprendre la source du problème. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est là où il faut déjà commencer. Par la suite, les solutions vont venir. Mais le temps qu'on ne comprend pas vraiment la source du problème, on risque de répéter les mêmes situations. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se superposent et qui s'accumulent, et donc c'est
multicausal et le fait que ce soit arrivé justement dans ce quartier-là est un élément Encore une fois, qui complique encore les choses. On va quand même enchaîner pour passer à un autre événement de la semaine. On a parlé du malaise, du mécontentement des policiers, mais la colère était grande dans les rues de Bruxelles mercredi avec des infirmières du bloc opératoire de l'hôpital des enfants, l'UDERF, qui étaient en grève. On avait aussi des fonctionnaires, des employés des CPS qui se plaignaient de leurs conditions de travail ou de leur salaire. On va regarder ce reportage de Jean-Christophe Peset et Marjorie Fellinger. On nous dit faire plus, toujours plus, mais nous on n'en est plus capable. Et aujourd'hui on dit stop à tout ça. Ce ras-le-bol, cette travailleuse sociale le vit tous les jours. Employée au CPAS des Verts, elle a vu les demandes d'aide exploser avec la crise énergétique sans que les moyens suivent. Aujourd'hui, la coupe est pleine. Les salaires sont bas, on a de plus en plus de travail, les subsides manquent, résultat des courses, on n'engage plus personne. Et qui veut dire qu'on n'engage pas, automatiquement c'est une surcharge de travail, des heures interminables de travail à faire, des dossiers en attente et des gens qu'on ne peut pas aider correctement. Et des situations comme celle-là, il y en a dans tous les CPAS de la région bruxelloise. Un personnel à bout qui finit par craquer. J'ai rencontré un CPS où sur 22 personnes, il ne restait plus que 7 assistants sociaux en fonction, ce qui est très peu avec tout le travail évidemment qu'on a pour l'instant. C'est en front commun que les syndicats dénoncent ces conditions de travail et leurs revendications sont nombreuses. Aujourd'hui, on demande revalorisation salariale, de meilleures conditions de travail, des locaux adaptés parce qu'ils sont dans des situations catastrophiques que nous ne pouvons plus admettre aujourd'hui. Il y a une enveloppe au niveau de la région de 30 millions, mais ce ne serait évidemment pas suffisant. Une délégation a été reçue au cabinet du ministre-président Rudy Verwoerd. Les manifestants ont ensuite crié leur colère devant le cabinet de la ministre fédérale de l'intégration sociale Karine Lallieu. Et si rien ne bouge, le Front commun annonce déjà de nouvelles actions dans les semaines qui viennent. Ahmed Moussine, 30 millions, une enveloppe pour les CPS, c'est trop peu, nous disent les travailleurs. Ils avaient déjà tiré la sonnette d'alarme avant le conclave budgétaire. Ils ressonnent aujourd'hui. Qu'est-ce que la majorité bruxelloise peut répondre ? Mais elle a répondu par 30 millions. Mais c'est pas assez. Oui, c'est pas assez. Mais je pense que la deuxième partie du reportage est intéressante. C'est où sont-ils allés manifester ensuite pour avoir une revalorisation salariale ? Devant le fédéral, excusez-moi, mais c'est la réalité. À un moment, je trouve intéressant de voir où les gens vont manifester. Ces 30 millions, effectivement, sont insuffisants. Mais la question de la revalorisation salariale dépend vraiment du fédéral. Il y a une demande. Aujourd'hui, il y a des burn-out à répétition. Si on a si peu de personnes qui travaillent, c'est vraiment du burn-out. Et ceux qui restent ont en moyenne 250 dossiers. Donc ça devient infernal. Et donc on doit repenser et le rythme de travail de ces personnes. Il y a trop de travail et cette revalorisation salariale. Et je le répète, la région fait ce qu'elle peut, elle met 30 millions, mais à un moment, on doit aller vers les vrais responsables qui sont le fédéral. Latifa Idbar, que peut faire le fédéral ? Oui, alors évidemment, je crois que ce qui est important ici de souligner, mais Ahmed Moussine l'a spécifié, cette grève en front commun qui a eu lieu hier, en tout cas, qui a eu lieu hier à Schaerbeek, dans notre région de Bruxelles-Capitale, qui a mobilisé effectivement l'ensemble du personnel. Elle vise essentiellement deux choses, à la fois à dénoncer finalement les conditions de travail dans lesquelles ils sont aujourd'hui, parce qu'effectivement, malheureusement, il y a eu toute une série de crises, à la fois la crise du Covid, la crise énergétique et de crise en crise. Ils ont à faire face à des populations de plus en plus grandissantes qui ont besoin évidemment d'être... Ouais, ça, c'est le constat. Mais ça, c'est le constat d'être accompagné. Il faut savoir aussi que, y compris des membres aujourd'hui, donc du personnel qui travaille pour les CPAS, sont aussi bénéficiaires de CPAS, que beaucoup de gens ne savent pas. Et je crois que ça, c'est évidemment un point qu'il faut évidemment souligner. Ils sont en souffrance et on les soutient. Et le fédéral a déjà aussi bloqué toute une série de fonds pour venir en aide aussi, à la fois aux personnes qui, effectivement, donc, ont besoin d'être accompagnées, mais aussi par rapport aux employés. Maintenant, oui, il
faut revaloriser les salaires de l'ensemble du personnel, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les membres du personnel des CPS et PAS, et en particulier les assistantes sociales, sont effectivement ceux qui ont les salaires les plus bas. Et là, oui, il est évident que compte tenu du rôle social et économique que ces gens jouent aujourd'hui dans notre société, il faut évidemment pouvoir revaloriser leur... Et donc, oui, je soutiens pleinement cette demande. Sana Fouez. Donc là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Encore une fois, des métiers comme les travailleurs de CPS, les infirmières, les infirmiers, les profs, c'est toujours ce genre de métier où on voit que les travailleurs sont vraiment pas bien payés. Alors, sachant qu'ils jouent un rôle à la fois économique et social, et c'est des personnes qui créent un équilibre dans la société. Et donc, je pense qu'il faut questionner là-dessus et de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas seulement valoriser le métier en soi, mais aussi donner le soutien qu'il faut. Les travailleurs de CPS et les riches, parfois, des cas qui sont très compliqués. Donc, eux-mêmes, ils ont besoin, pas seulement d'un soutien au niveau comment gérer ce genre de dossier, mais aussi un soutien psychologique. Vraiment travailler sur la santé mentale de ces personnes-là. L'Allemagne le fait. L'Allemagne, c'est le premier pays en Europe en ce qui concerne les travailleurs sociaux. Ils font un travail hyper intéressant. Premièrement, il y a une formation continue. Continue pour assurer que ces gens-là sont équipés, sont outillés pour faire face à des dossiers qui sont très compliqués. Et en plus, ils travaillent sur le bien-être de ces personnes-là. Et je pense que ça, il le faut. Moi, par exemple, chez Womanpreneur, nous, on reçoit des appels parfois, des personnes qu'on connaît chez CPS, vu qu'on travaille avec eux, et qui me demandent des cas, des femmes qui sont très compliquées, me demandent des conseils. Vu que moi, je travaille avec des femmes au quotidien. Ça veut dire que les travailleurs de CPS, ils ont un besoin. C'est une frustration juste pour avancer là-dessus. Ouais. Michel Gueux, quand on voit un peu l'épuisement de ces travailleurs sociaux, alors qu'on n'est qu'au début de la crise et qu'encore plein de personnes vont venir en plus vers les CPS, quelle est votre réaction? C'est le résultat aussi de politiques sociales qui ont été menées ces dernières années, où on a serré les boulons dans toute une série de domaines, sur le chômage, sur les gens qui sont malades de longue durée, etc. etc. Tous ces gens qui bénéficiaient d'un certain nombre d'aides qui ont été réduites, ils se tournent là où il y a de l'aide, et l'aide, c'est le CPS. Et donc, il y a une surcharge, indépendamment même du Covid et de la crise de l'énergie que nous subissons aujourd'hui. Un nombre beaucoup plus important de gens ont comme dernier recours le CPS. Et donc, forcément, si on n'a pas renforcé ces structures-là, à un moment donné, elles craquent. Y compris des gens qui habituellement ne font pas appel au CPS, comme les indépendants et des personnes de classe moyenne, qui aujourd'hui n'ont plus que ce Mais c'est le résultat des politiques qui ont été menées, notamment au fédéral, à l'époque où votre parti s'y trouvait. C'est assez problématique. Par contre, je ne souhaiterais pas quand même réduire l'action de la région sur le sujet uniquement à dire c'est le fédéral. Je pense qu'il y a une série de choses qui peuvent être faites. En termes de simplification administrative, il y a effectivement des aberrations. Vous êtes dans un CPS, vous avez votre dossier, vous l'êtes dans un autre CPS, il y a un assistant social qui doit refaire. Et donc, la transmission des données, il y a un travail à faire. On travaille énormément sur la question du non-recours. Il y a des choses qui sont évidentes, où une personne devrait avoir ce droit immédiatement, mais parce qu'il y a de la bureaucratie, on doit refaire le dossier. Donc, il y a des réflexions qui sont faites là-dessus, et on espère que ça diminuera en partie la pression. Mais la réalité, c'est vrai, plus on a des politiques dures au niveau fédéral, plus au niveau des CPS, on récoltera. Voilà. Et comme on est de crise en crise, j'ai envie de dire, il faut qu'on s'y habitue, quoi. Bien, on va enchaîner avec les têtes d'affiche. Je vais vous soumettre une série de personnalités qui ont fait l'actualité cette semaine. Et alors, à vous de choisir celle qui vous inspire, en bien ou en mal. On commence avec vous, Ahmed Moussine. Alors, on a Laurent Hublet, le fondateur de Bicentral, qui a claqué la porte de Digital Minds. On a Michel Deher, de l'échevin défi skerbécois, inculpé. On a Donald Trump, candidat à la présidence en 2024. Et puis Hadja Labib, la ministre désormais émère skerbécoise. C'est un beau panel. On ne peut pas choisir les 4. Non, on doit choisir 4. Alors, moi, je prendrais Michel Deher. Oui. Parce que ce qui s'est passé, c'est le résultat d'un combat d'une femme qui, à un moment, Siham, a décidé de dénoncer une pratique. Et on sait à quel point c'est difficile de dénoncer le harcèlement.
Et non seulement elle a dénoncé, mais pendant des mois, elle s'est battue, ce qui a permis à d'autres femmes de déposer plainte. Et donc, ce n'est pas Michel Deherde, vous vous doutez que je choisis, mais c'est plutôt, non, le combat d'une femme, et parce que c'est souvent difficile de dénoncer à un moment, c'est toutes ces femmes qui, à un moment, osent dénoncer, et ça permet de mettre le focus sur des pratiques qui peut-être dataient de longue date. Voilà, et donc... Voilà, Michel Deherde qui a inculpé, pas encore condamné, il y a toujours... cette présomption d'innocence. Oui, la présomption d'innocence, et je suis sûr et certain que la justice respectera la présomption d'innocence. Là, j'ai pas de souci. Mais le fait qu'à un moment, on met toujours la présomption d'innocence lorsqu'on a un faisceau de femmes qui dénoncent, alors PPDA aussi bénéficie de la présomption d'innocence. Enfin, je veux dire, il y en a une flopée d'hommes qui ont eu des pratiques inacceptables, qui bénéficient de la présomption d'innocence, mais qui ont eu des pratiques inacceptables. Alors, avant de vous soumettre votre liste à vous, je voulais juste vous faire réagir sur le cas d'Adja Labib qui arrive à Schaerbeek au Hébert. Comment est-ce que vous voyez les choses ? C'est évidemment une excellente nouvelle pour notre section MR Schaerbeek, parce que c'est un renfort important. C'est une femme de qualité et donc on ne peut que se réjouir de pouvoir mener ce combat à Schaerbeek. En vue des élections de 2024 ? Absolument. Très bien, alors je vous soumets votre liste à vous. Alors voici les têtes d'affiche. Il y a au Belgique, ce supporter numéro 1 absent au Qatar. On a l'imam Iki Ouissen, en fuite en Belgique et qui ne sera pas extradé vers la France, excusez la prononciation. Luc Frémal, leader socialiste de la section de Saint-Josse qui est mis sur tutelle. Et Angèle, mélodiste de la ligne de bus 95. Qui choisissez-vous ? Allez, l'imam. Expliquez-nous. L'imam, parce que c'est une histoire assez rocambolesque, j'ai envie de dire. On a un petit peu de peine à comprendre que quelqu'un qui se trouve en fuite sur le territoire belge, qui était arrêté sur le territoire belge, ne soit au fond pas extradé vers la France. Alors en principe, la Belgique doit pouvoir l'extrader. Ce que je ne comprends pas, c'est que, au fond, cet imam qui a été, je crois même qu'il est né en France, qui a été radicalisé en France et qui aujourd'hui est au fond demandé par le Maroc, ce qui évidemment moi me pose aussi question parce que je me dis quelqu'un qui a été socialisé, totalement socialisé en France, même si effectivement il n'a pas la nationalité française puisque manifestement il ne l'a pas demandé à ses 18 ans à l'époque, mais toute sa famille est aujourd'hui française. Je me dis que là il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. On est en train au fond de se dégager ou en tout cas de faire en sorte que la question de la déradicalisation se passe dans un pays tiers, alors qu'elle devrait être pleinement assumée sur le territoire français. C'est ça, moi, qui m'étonne tout de même dans cette histoire. Allez, on en vient aux 5 informations de la semaine, celles qui vous ravissent ou qui vous énervent. Alors, je vous les liste. Il y a l'erreur de TVA dans le budget, avec de Blecker sur la sellette. On a AXA qui plafonne l'indexation des hauts salaires. 8 milliards d'humains désormais sur la planète, ça fait un paquet. Ikea qui a été piraté par le Belang qui porte plainte, et Philippe qui est coach des Diables Rouges dans un clip original. Latifa Idbala, qu'est-ce que vous choisissez qui vous énerve ou qui vous ravit ? Pour choisir un. Ça ne m'énerve pas et ça ne me ravit pas. C'est au fond le défi qu'il va falloir assumer avec 8 milliards d'humains. Je crois qu'effectivement, ce sont des défis à la fois d'ordre économique, sociaux, environnementaux. Et donc, il va falloir effectivement prendre toute une série de dispositions, à tous les niveaux d'ailleurs, pour qu'on puisse assumer les besoins de ces 8 milliards d'humains en devenir. Voilà, un cap symbolique qui fait réfléchir. Absolument. Ahmed Moussine, qu'est-ce que vous choisissez ? On ne peut pas choisir le même. Vous pouvez déjà réagir à ce qui a été dit, en choisir un. Non, mais sur le 8 milliards, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la production alimentaire qui est faite par le monde, on peut nourrir 12 milliards de personnes. Simplement, la réalité, c'est que ces 8 milliards, la Terre est capable de les porter si on le fait intelligemment, sans gaspiller, en évitant de... Voilà. Et il faut chaque fois le rappeler, voilà, si on le fait intelligemment. Sur les 8 milliards, moi je me réjouis. Oui, parce que
Vous avez commencé l'émission en disant que tout allait mal et que tout le monde se Je dis que c'était morose. Mais parfois, quand on prend les choses d'un peu plus haut, d'un peu plus loin, quand on regarde les choses sur une plus longue durée, on se dit, tiens, quand même, les choses progressent extraordinairement. En 1900, donc il n'y a pas tellement longtemps, nous étions 2 milliards. Et il y avait 1 milliard sur ces 2 qui étaient dans la famine. Et aujourd'hui, nous sommes 8 milliards et on peut en nourrir 12. Donc les progrès accomplis en un siècle, à la fois sur le nombre de gens qui vivent, le nombre de gens qu'on peut faire vivre dans des conditions bien et sur l'allongement de la durée de vie, ça veut dire qu'on a fait des progrès immenses. Et donc de temps en temps, il faut se le rappeler. Donc ça vous inquiète pas, vous? Sur le manque de policiers ici ou l'attitude de tel ministre, c'est quand même extraordinaire. La pression sur notre planète est forte. Hein. Oui, la réalité, c'est que la pression est forte, mais je reconnais que nous avons... pas de problème. Oui, mais je reconnais que nous avons la capacité aujourd'hui, si nous prenons les bonnes mesures, peut-être de diminuer cette pression, et donc, voilà, on en est capable, et j'espère qu'on le fera. Pour moi, la nouvelle de 8 milliards, c'est quelque chose qui me stresse un peu, parce que au-delà de voir le progrès qu'on a réussi à faire, ça veut dire qu'on a une toute responsabilité collective qu'il faut assumer, parce que au-delà des changements climatiques, etc., il y a un réel problème. C'est que d'ici 30 ans, il y aura 20% de la population mondiale qui sera jobless, qu'on ne va pas pouvoir employer parce qu'il n'aura pas les skills, les compétences pour assumer un marché de travail qui évolue tout le temps, tout simplement parce qu'on est en train de vivre avec une révolution digitale qui nous dépasse. Nos politiciens aujourd'hui ne peuvent pas mettre une législation pour contrôler Bitcoin. Chaque jour, il y a une innovation technologique extraordinaire qui facilite notre vie, ça c'est sûr. Mais par la suite, ça va compliquer, gérer toute une masse de monde. Donc pour moi, ça m'inquiète. Voilà, alors ce sera la passerelle directement vers le sujet suivant, qui est le nombre de personnes sans travail et sans domicile à Bruxelles. En cette semaine, le SAMU social a décidé d'ouvrir des centaines de places supplémentaires pour les accueillir. Alors le froid arrive, mais de toute façon, que ce soit en été ou en hiver, la misère, elle est là. Et donc je vous propose de regarder ce reportage de Thomas Dufrane et Béatrice Broutou. C'est l'une des pièces essentielles du centre d'accueil. C'est ici que chaque nouveau résident reçoit ses draps et quelques produits d'hygiène. D'ici ce soir, la capacité d'accueil va presque doubler. Mensa s'attend à plus de travail que d'habitude. Plus de fils pour avoir des chambres, également pour les besoins, les draps, les serviettes et tout ça. Actuellement, 150 hommes seuls sont accueillis ici. Des profils à risque, comme Victor, touché par une maladie chronique. Il vit ici depuis plusieurs mois. Dès ce soir, ils seront 300. On a ouvert 2 étages supplémentaires dans des chambres comme celle-ci. A priori, aujourd'hui, comme c'est le premier jour, on n'aura pas de refus. À partir du moment où les gens seront au courant qu'on donne plus de place, à mon avis, on va encore refuser des gens parce que malheureusement, il n'y a pas assez de place par rapport à la demande. Donc il y a quand même beaucoup de gens en rue. Un manque de place et donc il faut faire des choix. Priorité est donnée aux gens malades, aux familles, mais en fonction des périodes, tous ne trouvent pas toujours de lit. Il y a toujours des familles qui passent entre les mailles du filet. Il y a des femmes seules qui passent entre les mailles du filet. Ce qui, je peux vous dire, mais les femmes aussi en situation de vulnérabilité. Quand vous voyez devant le petit château une femme seule au milieu de 50 hommes, on peut comprendre qu'elle n'a pas spécialement envie de passer la nuit dehors. Et justement, le petit château est devenu un point névralgique des sans-abri de la capitale. Ces demandeurs d'asile qui n'ont pas de place dans le réseau, souvent jeunes, bon nombre d'entre eux arrivent donc ici, une structure déjà surchargée et confrontée à un cercle vicieux. On voit les gens, et c'est ça qui est terrible, qui s'abîment dehors, parce que la rue abîme. Et donc des gens qui arrivent en bonne santé, en fait, voient leur état se détériorer. Et en fait, le travail d'accompagnement, une fois qu'ils sont hébergés, est d'autant plus important et essentiel. Dès ce soir, 1000 personnes pourront être accueillies, mais selon les estimations du SAMU social, il en faudrait le double pour que plus personne ne dorme dans la rue à Bruxelles. Alors, Michel Goethe, une réaction? Moi, je suis un peu fâché, je dois dire. Je vais vous le dire franchement. J'habite plus maintenant, mais j'ai habité très longtemps dans l'hypercentre. Ces gens dormaient dans ma rue. On parle des mêmes problèmes, de la même manière, avec les mêmes difficultés, les mêmes solutions qui n'aboutissent pas, depuis au moins 20 ans, pour 2000 personnes. 2000 personnes dans une ville qui en compte 1 250 000.
c'est pas grand-chose. Et c'est une ville riche, même si les pouvoirs publics ont des difficultés financières. C'est un pays riche, un des pays les plus riches du monde. C'est inacceptable qu'on ne trouve pas de solution. 2000 personnes, c'est rien. On réussit, on avait vu avec le Covid, on affronte des difficultés qui sont infiniment plus importantes, plus graves, et on trouve les moyens et on fait. Et ici, on ne fait pas. On parle chaque année, cette histoire de on ouvre les places en hiver, on les réduit en été. On a l'impression d'une vieille rengaine qu'on réécoute comme la chanson de Noël chaque année. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Votre réponse? Ben, vous avez raison. Hein. Vous avez raison, c'est une rengaine qui revient tout le temps. Là où je marquerais une petite différence, c'est que les moyens qui sont mis en œuvre, les moyens financiers, n'ont jamais été aussi importants. La COCOF-COCOM, c'est 62 millions d'euros pour le sans-abrisme. Mais le constat... Pour ce prix-là, vous pouvez louer un appartement chacun d'entre eux. Attendez. Mais le constat, c'est que travailler dans l'urgence, ce n'est pas la bonne solution. Travailler dans l'urgence, tout le temps, ce n'est pas la bonne solution. Et donc, il y a eu un changement vraiment de paradigme, on va dire ça comme ça, et c'est se dire... Le logement d'abord. Avant, on se disait, il faut accompagner la personne, il faut qu'elle soit plus alcoolique, qu'elle soit plus toxicomane. Voilà. Là, on s'est dit non. Maintenant, on va inverser les choses. Il y a une étude qui a été faite et on se dit, on loge d'abord la personne et puis ensuite, on essaye de trouver les autres solutions. Et c'est vers ça qu'on tend depuis quelques années. Ça coûte, j'avais vu les chiffres pour l'urgence par rapport à une personne sans domicile fixe, enfin sans abri, pardon, c'est à peu près 40 000 euros. Voilà, c'est le coût. Eh bien, si on choisit d'autres solutions, qui est d'abord trouver un logement, eh bien, ça varie des personnes. C'est entre 30 000 et 70 000. Et donc, on peut adapter l'accompagnement. Mais la solution, elle est vraiment beaucoup plus pratique. Après, il y a quelques difficultés. Par exemple, la question de la cohabitation. On a vu plusieurs sans domicile fixe qui veulent habiter ensemble. Eh bien, il y a la question de la cohabitation qui fait qu'ils perdent les moyens qu'ils ont. Et donc, il y a vraiment un travail qui doit être fait. On va continuer à travailler là-dessus. Parce que si le paradigme a changé, les gens sont toujours à la rue aujourd'hui. Oui, attends, oui. Mais, excusez-moi, et alors vous allez de nouveau me dire, mais est-ce que de nouveau, M. Moussine est venu avec un seul mot, c'est le la fédéral. Faute du fédéral. Mais vous le savez. Je veux dire que la plupart... Et alors, c'est les compétences. Et je comprends bien que pour le citoyen, il se dit... surtout pour les sans-abri. Oui, non, mais pour le citoyen que vous êtes... Il voit les choses, mais il n'en souffre pas. Non, je suis d'accord avec vous. Mais pour le citoyen que vous êtes, vous voyez un sans-abri, vous voyez des politiques et vous dites, tous les politiques sont responsables. Les 2/3 des personnes qui aujourd'hui dorment dans la rue, y compris des mineurs, ce sont des personnes qui sont sans papier. Et donc, effectivement... À un moment, la région met 60 millions et puis il y a des problèmes de compétences. Mais on va continuer à travailler. Je pense qu'il faut dialoguer. Mais je vous dis simplement, par rapport à il y a 20 ans, il y a des choses qui changent et j'espère qu'on parviendra dans quelques années à trouver des solutions pérennes pour ces personnes. Mais c'est cet espoir-là qu'on doit... Il faut, mais oui, mais il faut garder espoir, quoi. Il faut garder espoir. Vraiment une phrase. Oui, rebondir évidemment sur ces tristes constats. Vous aviez évoqué le chiffre de 2000 personnes. En réalité, il y a plus de 5000 sans-abri en région de Bruxelles-Capitale. Quelques mille de sans-abri, d'après les différentes statistiques qui sont confirmées par ceux qui font les maraudes, et en particulier Bruxelles-Help. Il y a 1000 mineurs, il y a 1000 femmes sans abri. Il n'y a pas de dispositif suffisant aujourd'hui pour accueillir l'ensemble de ces personnes. Alors, il y a des petites possibilités. Il y a des choses qui ont été faites. Par exemple, le Housing First qui a été mis en place est quelque chose que nous soutenons et que nous encourageons. Il y a aussi la possibilité, et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Par exemple, au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, il y a environ 10% du parc de logements sociaux inoccupés et qui potentiellement pourraient aussi accueillir des sans-abri. Donc les solutions existent, mais il faut encore avoir la volonté politique de le faire. On va pas aller plus loin dans ce débat-là. Nous sommes dans l'opposition à la région Bruxelles-Capitale. Voilà, on va parler maintenant plutôt de ceux qui bossent et qui créent leur entreprise. C'est la semaine de l'entrepreneur. Ce week-end, cette semaine, dans notre émission Versus, il y avait un débat sur la question et selon un des participants, il faudrait apprendre le métier de chef d'entreprise dès l'école. Reportage. L'esprit d'entreprise, pour nous, on plaide devant le
les responsables politiques pour faire de cet esprit d'entreprendre un objectif éducatif de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est loin d'être le cas. On fait peur aux jeunes avec le fait de se dire « Ah, j'ai envie de lancer mon business, j'ai envie d'être entrepreneur ». Évidemment, il y a toute une série de facteurs, les démarches administratives, les questions par rapport au financement, mais aussi la peur de l'échec, parce qu'évidemment, ici en Belgique, une faillite est toujours considérée comme quelque chose de dramatique, alors que ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à faire en Belgique pour remettre les choses à zéro, à plat, et faire en sorte que cet esprit d'entreprise soit vraiment un véhicule et un moteur parmi toute la société. Voilà, Sana Fouez, est-ce que la faillite fait partie du processus d'apprentissage finalement? Mais même avant qu'on commence avec cette question, j'aimerais bien établir, ou plutôt évoquer, quelques points. Bruxelles, c'est la deuxième ville la plus diverse dans le monde après Dubaï. Donc, on a de la chance d'avoir une diversité énorme dans ces petites villes, parce que c'est pas Paris, c'est pas Londres. Bruxelles, normalement, c'est une ville qui devrait être très facile à naviguer. On n'a pas une définition d'entrepreneur, je signale. On a indépendante, mais on n'a pas la définition d'entrepreneur. Donc, comment on va favoriser l'esprit de l'entrepreneuriat si déjà la définition de l'entrepreneur n'est même pas établie? Pour se lancer en tant qu'entrepreneur ici en Belgique, il y a tout un problème, pas d'accès au financement, parce que ça c'est encore plus deep, mais plutôt d'accès à l'information. De savoir où je vais commencer pour lancer mon entreprise. Donc, pourtant, il y a des institutions comme 1819, il y en a des institutions qui existent, mais qui malheureusement, chaque institution travaille de son côté. Ce qui fait que l'entrepreneuriat ici à Bruxelles est tellement facile à naviguer. En plus de ça, les taxes qui sont hyper énormes, c'est très important. Donc, ce qui fait que ça bloque beaucoup d'entrepreneurs belges qui vont quitter la Belgique pour la suite pour s'installer soit à Dubaï, soit même en Estonie, juste à côté. Et aussi, là où je vois aussi un manque de flexibilité, par exemple, au lieu de faciliter la tâche administrative, faire de sorte à ce que tout devienne digitalisé. En tant qu'entrepreneuse, j'aimerais bien voir toute l'information, faire toute ma démarche en utilisant mon ordinateur. Pourquoi je dois passer par toutes les communes, passer par toutes les institutions de l'écosystème ici à Bruxelles et par la suite de se retrouver sans information vraiment qui est claire. Donc je pense que la Belgique, et Bruxelles spécifiquement, a tous les ingrédients d'être le hub de l'innovation économique. Mais il faut un travail sérieux sur notre législation, qui n'est pas claire du tout, de faciliter l'activité économique pour les entrepreneurs, travailler sur les taxes, qui restent quand même une contrainte, les charges sociaux, et aussi, par exemple, récemment, avec la loi des droits d'auteur, la proposition de projet de loi, qui bloque les entrepreneurs. Comment les entrepreneurs vont réussir leur vie et gagner de l'argent? Parce qu'en fin de compte, pourquoi on devient entrepreneur? C'est pour faire des revenus, faire de l'argent et d'être son propre boss. Mais si on va bloquer les entrepreneurs de tous les côtés, on ne devient plus un entrepreneur de choix, on devient un entrepreneur de nécessité, de survie. Ce qui est le cas, surtout quand on parle des femmes entrepreneuses. Pendant le Covid, 70% des femmes entrepreneuses, ils ont fait une faillite. Ils se retrouvent aujourd'hui pas... On ne parle plus des entrepreneuses de nécessité, on parle aujourd'hui des entrepreneuses pauvres. Et donc, c'est un réel problème. Ces personnes, ils ne créent pas seulement de l'emploi, ils ne créent pas seulement un impact économique, mais encore une fois, ils jouent un rôle d'un équilibre social hyper important. Je pense qu'avec toutes les crises qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les acteurs politiques, vous devrez être nos alliés pour faciliter l'activité économique pour les entrepreneurs. Alors, il reste 1 minute à l'émission. Vous avez 30 secondes chacun pour répondre à cette interpellation. Latifa Iqbal. Je rejoins évidemment le constat et ce que disait Sana. Mais écoutez, je crois que vraiment, il faut développer cette culture de l'entreprise. Ça passe par l'école, ça? Ça passe d'abord par l'école. Et je crois que ça, c'est évidemment important, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes en état de faillite, une banque ne viendra pas vous prêter. Aux États-Unis, il n'y a aucun problème. La faillite est considérée, au fond, comme une réussite. Et donc, ce n'est pas du tout la même manière, évidemment, de voir la question de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une richesse pour notre région. Ça a été rappelé. C'est plus de 80% de notre économie. Et je crois que, oui, la région, mais aussi le fédéral, M. Moussine, doit
pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs économiques qui entreprennent, parce que je crois que c'est là aussi l'avenir de notre région, mais aussi de notre pays, sur la scène aussi internationale. Vous l'avez dit, il y a effectivement une fuite à la fois des cerveaux, des capitaux, parce que malheureusement, dans cette région, oui, les taxes poussent évidemment à la migration, y compris migration d'une région à une autre. Parce que vous avez des taxes qui sont évidemment moins élevées dans d'autres régions et qui, au fond, poussent les indépendants et les entrepreneurs à quitter notre région. Et ça a été corroboré notamment par une étude de l'IPSA et une enquête qui a été menée par l'UCM. Quelle réponse donnez-vous? Mais moi, je dirais deux choses. D'abord, je crois qu'il y a une stratégie régionale qui est mise en place et il y a du dialogue. Vous avez pu rencontrer la ministre et je trouve qu'il faut continuer à travailler sur ce dialogue. Donc, je pense que effectivement, il y a un travail à faire pour adapter Bruxelles dans l'économie de demain et il y a une stratégie de transition économique qui est mise en place. 2, je pense qu'effectivement, il faut valoriser en fait le savoir-faire d'une série de Bruxellois et on a fait tout un travail sur la formation en alternance parce que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne trouvent pas de gens qui puissent travailler dans leurs entreprises. Et donc, cette question de formation en alternance, pour moi, c'est un outil important. Et puis, on est une région-ville où il y a beaucoup de sans-papiers qui ont beaucoup de capacités, qui pourraient être des entrepreneurs potentiels s'ils avaient des papiers. Et je souhaiterais qu'un jour, on puisse le faire. En tout cas, c'est une attente des colos. On espère que tous ces sans-papiers, qui sont nombreux ici, souhaitent être des entrepreneurs, eh bien, puissent le devenir. Voilà, juste sur la taxe, la région a décidé de supprimer toute une série de taxes qui touchent les entrepreneurs et de les prendre à sa charge. Donc les communes ne prennent plus les taxes et c'est la région qui donne les taxes, le montant aux communes. Donc cette réflexion-là, elle existe aussi. Alors, le mot de la fin, mais en 10 secondes, parce qu'on a fini. OK. Juste pour attirer plus l'attention vers les actions qui doivent être plutôt concrètes. En ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin, par exemple, là, c'est là où je trouve plutôt vraiment un manque d'engagement politique. Tout à fait. Il n'y a pas un investissement clair pour les entrepreneuses qui subissent plus de difficultés, des contraintes que les entrepreneurs hommes. Il n'y a pas vraiment un soutien qui est politique, qui est vraiment visible. Et ce qui fait que ces femmes-là terminent leur activité économique dans tout ce qui est l'informel, parce que ça reste une grande partie. Dans les quartiers comme Schaerbeek, Molenbeek, on voit des femmes qui travaillent, mais qui travaillent dans l'informel. Ce qui fait que ça impacte l'économie de la Belgique. Ce sera la conclusion. Je ne vous laisserai pas réagir parce qu'on est au bout du timing. Je suis désolée. Mais c'est un vaste débat et je pense qu'on aura encore l'occasion d'en reparler à d'autres occasions. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Belle fin de week-end.